Si, hein. En plus, tu peux me mettre là, hein, si tu veux. Vas-y, c'est parfait, tu auras l'air très grand là. Parce que je peux même mettre, tu sais, j'ai une technique pour augmenter un peu ma carrure. Selon la position. Ok, bon, Ouais. on y va sans se poser de questions. Et si, justement. Enfin, si, en se posant des questions. Dis-moi. Petit Nietzsche, là. Alors donc c'est un nouveau, une petite tentative de format un peu particulière. Ouais. Donc, Marc, je fais un peu le travail de journaliste, je rentre dans le personnage. Donc Marc, que vous devez forcément connaître, qui il y a 25 ans a commencé, après la peinture, à travailler la mécanique universelle chez lui, voilà, sans formation particulière de philosophie à la base, mais qui petit à petit en 25 ans a fait un sacré chemin, Petit chemin. un petit chemin dans toute son humilité. Et moi j'ai découvert Marc tout simplement en voyage, on a cassé une chaîne à vélo et donc le hasard il y a 2 ans nous a fait nous rencontrer et moi une année plus tard j'ai repris contact avec Marc pour des raisons en plus moi je suis étudiant en cinéma du coup d'ailleurs pas du tout en philosophie donc c'est pas je vais pas vous donner une approche très universitaire mais parce que je peux pas la donner mais du coup je vais essayer de parler plus avec le cœur avec ce qui m'a touché dans la mécanique universelle et donc voilà on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc il y a 1 an, ce qui m'a beaucoup touché, moi, c'était surtout le message positif en fait derrière la mécanique universelle, un message vraiment de réconciliation qui même moi dans ma vie m'a aidé et même dans ma démarche presque politique aussi en tout cas à l'échelle de l'humanité. Et je suis parti de la mécanique universelle, des questions me sont venues un petit peu, des remarques, des choses comme ça. Et j'ai remarqué après que tout allait vraiment vers le positif, mais je vais commencer par quelques questions qui sont d'ordre presque de précision de Marc, qui va pouvoir à chaque fois préciser un petit peu autour de ses idées. Voilà. Donc déjà, j'ai vraiment, moi qui suis vraiment... du coup c'est un peu mon prisme, donc je vais essayer de ne pas trop dire moi. Mais du coup, moi qui suis plutôt un agissant, qui bouge partout et tout, d'ailleurs un petit peu comme Marc à la base, ce qui m'a marqué c'est vraiment le côté ressentir. J'ai la sensation que c'est vraiment le triomphe du ressentir sur le agir, mais que dans notre imperfection aujourd'hui, on a besoin d'agir pour grandir, donc on doit continuer à agir pour faire grandir l'humanité vers sa perfection, mais à la fin on arrive quand même au dépassement du agir et au simplement ressentir. Mais pour l'instant, on est quand même contraint dans notre condition humaine d'être dans le agir. Oui, voilà, il faut préciser simplement le triomphe, ce que tu entends par triomphe du agir. Le triomphe du agir, c'est la finalité, c'est le but, un des buts sans doute de l'humanité, c'est sa finalité. Là, oui, c'est le triomphe du non-agir, le triomphe du ressentir. Puisque, selon moi, l'humanité évolue vers cet état de perfection qui est l'extase. Donc, et l'extase qui est un état profondément passif. Voilà, c'est un état de contemplation. Alors, peut-être que il y a différents états d'extase, des états d'extase actifs qui peuvent, tu vois. Mais bon, moi, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, c'est un état de contemplation, un état de passivité. Mais par contre, on a un sentiment d'être en vie beaucoup plus intense que dans la vie ordinaire. La seule chose, c'est qu'on n'est pas en action constructrice. Voilà, c'est ça. On est en action de réception. De réception. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est ce sentiment d'exister, il est plus puissant dans le fait de ressentir dans ces moments-là que dans le fait d'agir. Alors que des fois, on agit beaucoup pour sentir exister. Ouais, et moi, c'était un passage de ma vie, du coup, qui m'a, pour faire un petit parallèle personnel, c'est ça que la méca, elle est arrivée comme
presque comme au bon moment, comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que moi qui agissais beaucoup, j'avais la sensation pour me sentir exister, construire quelque chose. Ben, le fait de voir que non, c'est dans le ressentir, c'est souvent justement en s'oubliant un petit peu, sans bouger partout, mais plutôt de s'ouvrir au monde, il y a ce sentiment d'existence qui nous traverse, quoi. Complètement. Mais en même temps, ce sentiment d'exister à travers l'action, il est inhérent à l'homme constructeur que nous sommes. Nous sommes des hommes constructeurs. Alors c'est pour ça que je détaille, je dis nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, c'est-à-dire toute la partie de l'humanité, qui construit cet état de perfection. Et puis on va vers l'humain abouti. L'humain abouti, lui, il n'a plus besoin d'action. Mais nous, comme on a besoin d'action, on a le sentiment d'exister beaucoup plus intense, beaucoup plus proche avec l'action constructrice. Et on a un peu l'impression que l'extase, l'éveil ou l'ataraxie, les moments justement où il n'y a pas d'action, c'est un peu des états morbides parce qu'on ne les comprend pas. Et c'est ce qui nous pousse à construire plutôt qu'à désirer nous anéantir en fait dans la contemplation, si tu veux. D'accord. Et du coup, ma question, c'est aussi, quand on a conscience un peu de cette chose-là, du ressentir, est-ce qu'on doit continuer du coup à agir? Par exemple, toi, tu es profondément un agissant, tu fais que ça, et pourtant tu pourrais te dire, j'ai découvert la mécanique universelle, personne n'a besoin de moi, ça avance. Et donc cette question, comment agir? Doit-on agir? Moi, je vois par exemple que cette conscience que les choses avancent aussi d'elles-mêmes, ça nous rend moins dans, par exemple, le militantisme, pour prendre un exemple pareil, un petit peu concret. Moi, de m'être rendu compte de ça, et d'avoir un regard plus aimant, mais du coup plus passif, au final, je suis vraiment sorti des manifs, je suis sorti de ça. Peut-être c'est qu'une passe, mais je suis plus passif, et je me rends compte que c'est pas forcément la solution, parce que ce qui font avancer, c'est agir. Donc voilà, le rapport entre agir et... Bien sûr. Et je pense que ça, c'est... même si, par exemple, je sais que le bonheur, c'est la contemplation, je ne peux pas plonger là-dedans. Il y a quelque chose qui me pousse à être dans l'action, à ne pas rechercher l'extase. Pourtant, je sais à quel point l'extase, c'est un délice. Mais il y a quelque chose qui m'oblige à agir pour l'humanité. À travailler pour l'humanité. Donc, voilà, il y a et c'est une sorte de ruse de la raison, quoi, qui nous pousse qui fait que notre instinct, mais je pense qu'il n'y a pas que, il y a l'instinct, mais il y a aussi notre constitution, parce que on a une énergie à dépenser dans une journée. Le soir, alors dans la journée, on dépense notre énergie d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'elle soit dépensée, cette énergie, sinon on est mal, on vit mal la vie. Donc, quand on a dépensé cette énergie, le soir, on la reconstitue. Dans la nuit, c'est fait pour ça, on reconstitue notre potentiel d'énergie et le lendemain, on recontinue à travailler pour l'humanité. Et donc, là, il y a quelque chose d'organique qui nous pousse à l'action. Tu vois, je pense que c'est très difficile. C'est pas pour rien que l'extase voulue, moi, l'extase que j'ai vécue, c'était une extase accidentelle. Voilà, c'est venu comme ça. Mais l'extase voulue, c'est extrêmement difficile. Les moines zen, les moines, les soufis, ceux qui cherchent la béatitude à travers la religion, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il me semble que c'est Plotin qui voulait atteindre cet état et qui, par expérience, a réussi à atteindre quelquefois 5 minutes d'extase. C'est très très compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut anéantir son ego. Et l'ego, pour l'homme constructeur que nous sommes, il n'a pas envie de quitter le game, quoi. C'est ça, on comprend que le agir est quand même lié à l'ego et que en même temps de plus en plus on aurait de moins en moins, on peut imaginer ça dans l'évolution de l'humanité, il y aurait de moins en moins d'utilité à agir, en tout cas le ressentir prendrait de plus en plus de place par le agir.
par rapport au Voilà. agir, tout comme notre ego petit à C'est petit ça. s'effacerait, laisserait de place à Voilà. une conscience. Mais avec, voilà, ça c'est le long chemin de Voilà. l'humanité vers sa Et perfection. pour l'instant, ça on n'est se pas fait. dans cette condition, Voilà. du coup, il n'y a pas besoin de se dire ah bah c'est bon, Non, je vais arrêter non, non, d'agir non. Ouais, et ouais, je vais. complètement, Et complètement. puis d'ailleurs, c'est Et parce on qu'il peut nous rend pas, heureux. voilà, Et on ouais, peut ouais. pas, c'est Ouais, ça. ouais, Sinon, on serait angoissé, ouais, on ouais, peut pas atteindre complètement. l'extase. Ouais, Donc, ouais. Il y a quelques éclaireurs qui le font pour, en fait, c'est très bien fait, si tu veux, l'humanité. Évidemment, il y a ces éclaireurs-là. Il y a des moines zen, il y a des ascètes en Inde ou ailleurs, où tu vois, qui visent cette chose-là, mais ils servent d'éclaireurs simplement dans l'histoire de l'humanité. La majorité humaine, elle doit travailler à faire cet état de perfection. très bien. Et du coup, une question plus pour parler maintenant des limites de la mécanique universelle. Parce que souvent, tu parles d'une mécanique qui est vraiment presque, enfin, qui est même moléculaire, enfin, à l'échelle de la matière. Enfin, j'ai un peu cette sensation que tu reviens souvent à l'échelle presque moléculaire, la matière du vivant. Et du coup, quelles sont les limites? Est-ce qu'on parle que de l'homme? Est-ce que l'environnement, lui aussi, grandit dans cette même direction? Ou est-ce qu'on est plutôt presque une espèce élue par quelque chose? Enfin, Moi, j'arrive pas à parler en termes d'élection ou de supériorité ou de différence, tu vois, de l'humanité. C'est simplement voilà, c'est notre rôle, le rôle de on s'est séparé, si tu veux, des lois de la nature pour construire, pour faire passer ces lois de la nature dans les lois de la culture, parce qu'en fait, c'est pas une séparation. Par exemple, notre morale, elle décline d'une morale instinctive qui est déjà présente chez les animaux. Par exemple, quand un dominant se bat, quand deux dominants se battent, celui qui fait vœu qui montre sa fragilité, qui tend son cou parce qu'il a perdu, l'autre pourrait en abuser et il s'arrête, tu vois. Donc ce côté, il y a une sorte de morale instinctive que l'humanité a fait passer dans une morale consciente. Et alors, il faut que tu me rappelles ce que est-ce je qu'on disais, peut parce que, imaginer, ouais. moi je demandais, l'homme grandit naturellement, qu'est-ce qui fait que, est-ce que par exemple les primates vont eux aussi voir la même trajectoire que l'homme? Alors, voilà, ça c'est pas mal. Donc, l'humanité, elle s'est extraite de la nature, c'est comme ça, si tu veux, c'est notre rôle. On a un rôle particulier, différent, mais ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait de nous une espèce, une humanité particulière qui a un rôle particulier dans la création. Et dans ce rôle, il y a le fait de rendre compte de l'univers, de ce que c'est. Nous sommes, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie, mais pour l'instant, on est la seule espèce capable d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce qui s'est passé, d'analyser son monde. Est-ce que tu sais pourquoi on est capable, nous, et pas, ou est-ce que c'est une dimension scientifique que tu n'abordes pas forcément? Enfin, non, c'est simplement parce qu'on a développé, c'est toute cette mécanique de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire la mise debout, le cerveau qui migre, la façon de pouvoir parler, la nécessité du langage, voilà, le langage, la capacité d'engranger les connaissances, etc. Tu vois, tout ce qui fait que nous sommes particuliers. Mais il est vraisemblable que ce chemin existe aussi chez les autres primates, chez les singes. Ça m'a fait penser que avant nous, voilà, qui existera après nous. À ça, je m'intéresse pas à ce qui peut si tu veux, à étendre le temps à ce niveau-là. Mais simplement, par exemple, les chimpanzés, il est possible, mais ça c'est une intuition simplement, qu'elle a donné naissance à une branche qui est celle des bonobos, qui serait un peu sortie, comme nous sommes sortis de ce monde, et ces bonobos seraient, s'ils en avaient les moyens, partiraient dans une évolution comme la nôtre.
malheureusement, l'homme, il a tellement d'impact négatif en ce moment sur la planète que les bonobos n'auront pas le temps, à mon sens, de pouvoir vraiment sortir, tu vois, parce que c'est une évolution très lente entre le moment où nous étions réellement des primates naturels comme les chimpanzés et le moment où on acquiert la conscience, la parole, etc. Là, le temps, il est immense, il n'est plus à notre échelle, quoi. Tu vois. Et maintenant, ça, c'est des questions voilà, que je voulais poser un peu pour cadrer, enfin moi qui me semble importante. Et après, il y a cette idée d'amour absolu. Donc là, c'est un petit peu un bond à côté, mais que je trouve qui est en plein dans la méca. Enfin moi, c'est vraiment qui m'a touché. Cette idée que du coup, chaque instant de l'humanité, donc dans cette mécanique, on avance vers une perfection. Chaque instant de l'humanité est nécessaire pour construire cette perfection. Donc cette perfection qui est l'extase, cette réalité charnelle en quelque sorte. Incarnée. Et d'une certaine façon, cette imperfection, en fait, on la porte en nous. C'est-à-dire qu'on se base, on se construit sur les imperfections des autres. Donc on ne peut pas vraiment avoir ce regard, un regard dénonciateur d'une façon péjorative. C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard critique, mais par contre, le fait d'un regard de colère, dénonciateur, n'a pas forcément lieu parce qu'on se base nous-mêmes, on se construit sur les imperfections des autres. Donc d'où vient cette idée que chacun construit en fait à l'humanité. C'est le premier chapitre d'ailleurs qui est consacré au mal, à la vision de ce que nous appelons le mal. Pourquoi il est nécessaire, pourquoi on n'aurait pas pu devenir l'humanité si on n'avait pas créé l'idée du mal, construit toute la logique du mal. C'est une nécessité pour évoluer, mais c'est une nécessité de le combattre pour évoluer vers la perfection. C'est ça. Et du coup, dans ce combat, il y a vraiment, je trouve, un regard aimant sur le mal. Oui, disons que bienveillant, on est obligé de le comprendre et de comprendre son rôle. Et donc, forcément, quand on comprend l'importance de sa place dans l'évolution de l'humanité, on ne peut pas être méchant envers cette chose-là. On peut être critique, être le condamner, enfin comprendre toute la logique de la punition. C'est ça, on peut le critiquer, le condamner, voilà, c'est pas dire qu'on ne peut pas du tout. Mais il a sa place et donc il nous oblige et il obligera l'humanité à devenir de plus en plus bienveillante envers les transgressants. De leur expliquer leur rôle au sein de l'humanité, qu'ils ont un rôle, que ce ne sont pas, que leur acte est du côté du mal, mais que eux, en tant qu'êtres humains, sont dignes de respect, etc. Et donc, ce qui inclut d'être obligé de rendre de plus en plus digne de respect l'enfermement, la punition, tu vois, d'humaniser toujours de plus en plus cette chose-là, de préférer éduquer que punir, etc. Tu vois. Peut-être que là, mais je ne connais pas assez, c'est le travail de Foucault, justement, qui a travaillé sur ces choses-là, qui a démontré la violence et la cruauté de la punition, tu vois, et à quel point c'était... c'est ça, c'est que j'ai la sensation que le fait d'avoir un regard aimant, alors voilà, ce truc aimant est un peu particulier, je sais que moi, j'ai l'impression de beaucoup l'utiliser, toi peut-être un peu moins. Moins maintenant, avant, quand j'ai démarré la mécanique universelle, je suis tombé dans l'amour absolu. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui m'en a sorti, ouais. C'est ça. Voilà, souvent on commence et on est en mode j'aime tout le monde du coup parce que tout le monde, on peut comprendre tout le monde donc on peut pardonner tout le monde et pardonner tout le monde c'est d'une certaine façon l'aimer. Et c'est des moments, je pense que peut-être
rares sont ceux qui parviennent à être comme ça éternellement. Si J'ai tu veux. l'impression que c'est Jésus, Toute la- enfin, c'est l'image marrante de Jésus, moi, qui m'est revenue, Sans parce que doute. j'ai une culture chrétienne, même Ouais, si ouais. je m'en suis un petit peu séparé après, c'était vraiment l'image de la personne qui arrivait à avoir cet amour absolu en continu, là où des fois nous on le ressent. Bon, après, Ouais. là ça va peut-être Ouais, embrouiller, Jésus c'est un truc un peu... Non, mais il y a des images comme ça, des icônes. Je pense que c'était le cas peut-être de Gandhi, mais encore que voilà, on n'est que des humains. Oui. Donc, il n'y a pas, photo. On ne peut pas être des saints, quoi. Le saint aimerait, si tu veux, serait bienveillant malgré tout, même avec celui qui le maltraite, il lui tendrait l'autre Mais il y a joue, des etc. gens quand même qui Mais s'en rapprochent. Il y a des gens voilà, qui on s'en se rapproche rapprochent. de ça. Après, il n'y a que Et la Jésus est une sainteté qui espèce permet. d'icône de perfection dans cette culture chrétienne quand même. Oui, Donc, au moins ce qu'on relate de ce qu'il aurait vécu, évidemment. oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a une quantité de gens qui ont écrit sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Donc il y a aussi beaucoup de ceux qui ont écrit sur la vie de Jésus, quoi, je pense. J'ai la sensation du coup que le fait que le mal soit vu avec moins du coup de colère en quelque sorte, de toute façon, ça permet de le combattre encore mieux. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que la colère est un outil. La colère est un outil qu'on a aujourd'hui dans notre imperfection pour combattre le mal, mais j'ai la sensation que combattre le mal avec un regard aimant, c'est d'autant plus puissant. Je pense que, comme toi, je pense que c'est bien plus puissant. Simplement, c'est difficile de l'agir comme ça. Mais évidemment, c'est 100 fois mieux, quoi. Parce qu'on va toucher ce qui est inhérent à chaque être humain, c'est la bienveillance, c'est son empathie. On est tous porteurs de ça. La plupart, il y a quelques cas exceptionnels, si tu veux, selon le vécu, la dureté du vécu qui va faire qu'on ne peut pas toucher cette empathie et qu'on va rester insensible à la souffrance qu'on inflige, tu vois. Mais globalement, si tu viens avec de l'amour, quelqu'un qui est dans la violence ou s'apaiserait, et ça, ceux qui travaillent pour gérer ce type de situation, ils savent que ça passe, que c'est la meilleure solution. Donc c'est la meilleure solution. Simplement, pour la pratiquer, il faut la ressentir complètement. C'est pas quelque chose que tu peux faire superficiellement. Oui, on ne peut pas l'appliquer juste comme une méthode, et comme on sait, le regard aimant, ça transparaît partout, Ouais. c'est par les... C'est ça. On ne peut pas le cacher, Complètement. soit on le ressent, Ouais, soit on ne le ressent complètement. pas, quoi. Alors C'est un travail personnel. peut-être que la méthode t'aide à devenir plein d'amour, si tu veux. Dans le truc, c'est la fonction qui crée voilà, tu vois, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est pour celui qui incarne, qui devient homme politique, la fonction va l'obliger à incarner sa profession, quoi, tu vois. Mais je l'ai mal dit là, par contre. Moi, il y a une espèce de culture. Par exemple, un éducateur, il va aussi pouvoir s'aider de la culture positive qu'il y a autour, de la culture du ne pas taper sur les doigts, mais expliquer. C'est ça un peu. Donc, on crée des outils pour l'humanité. C'est ça le but de l'humanité. C'est aussi, on crée chacun des outils pour tout le monde. Il n'y a pas besoin que chacun soit un Jedi en quelque sorte hyper fort. Et on s'aide en fait mutuellement à contrôler un peu nos pulsions négatives qui seraient taper sur les doigts du mec qui a fait quelque chose de mal. Complètement. Et c'est clair que c'est la meilleure méthode. Et c'est là où on voit que, parce que ça peut s'appliquer au système. Le système actuel, qui est assez violent depuis quelques décennies, eh ben, il utilise la contrainte, la force, la violence, tu vois. Il ne sait pas utiliser la bienveillance, la douceur, le dialogue, quelque chose de positif. Il ne faut pas dire qu'il ne sait pas. Enfin, il y a quand même il y a quand même une conscience quand même dans l'éducation. Comparé à il y a 50 ans. Oui, bien sûr. Mais je parle au niveau politique. Le système politique, la façon dont il gère les oppositions, la critique, le système, si tu veux, il privilégie la force sur
justement l'amour. Tu vois, on est, à mon sens, hein, On est dans un on- conflit de force un peu entre, c'est ça que tu veux dire, que complètement. on n'est plus pas dans de la bienveillance, c'est ce qui permet de résister, c'est que de la force. C'est ça un peu qu'on voit avec les manifs d'air. Est-ce que Les manifs, les mais manifs et l'État qui. le fait que des guerres se déclenchent, c'est juste la croyance que la force peut résoudre. Tu vois, que la contrainte peut résoudre le système, parce qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre que l'amour peut comprendre, que peut résoudre le problème. Ils ne peuvent pas aborder cette façon de pouvoir faire les choses à l'échelle des C'est États. ça, il faut être Ça plus pourrait fort se pour faire à unifier, l'échelle des États. Voilà. Mais c'est pas plus facile pour un éducateur de comprendre qu'il ne faut pas qu'il mette de l'autorité, que l'autorité c'est une chose, mais que l'amour ça passerait encore mieux que tout ça. C'est difficile pour un être humain, c'est difficile pour éduquer ses propres enfants, tu vois déjà, c'est de comprendre cette... Et peut-être que la force est aussi un passage imparfait qui était, parce que c'est ça qu'on voit dans une classe, des fois l'autorité, Bien sûr. eh ben, elle permet de cadrer un peu les choses, et on le voit des fois qu'il y a des dirigeants dans l'histoire qui ont unifié tout un État en guerre par la force. Donc la force est quand même parfois un moyen imparfait. Elle est un moyen, quoi qu'il arrive, elle réussit. Mais il faudrait peut-être le dépasser, quoi, c'est ça. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Que ça soit une des techniques, que le mal serve à construire le bien, c'est indéniable, c'est sûr. Voilà, le mal est une des composantes de l'énergie qui sert à atteindre le bien. Mais si on peut évoluer, tu vois, la prise de conscience sert à diminuer l'utilisation de la force, de la violence, du mal pour atteindre cet état de perfection et de lui privilégier le dialogue, la douceur, l'empathie, le truc. Mais on est parti dans cette voie. On commence déjà à s'en rendre compte et c'est ça. Les pays scandinaves commencent à éduquer les enfants à l'empathie. Tu vois, donc ça veut dire que tout est déjà compris dans le mécanisme. On le sait. Et du coup, la petite question, mais qui a l'impression vraiment est un peu dans cette continuité, c'est du coup ton travail-là, d'apporter cette conscience de la mécanique universelle, elle te paraît utile, enfin du coup on l'a un peu vu, le fait d'être aimant c'est plus fort que d'être en colère. Donc est-ce que ce serait pas à travers ça que ton travail que tu fais a une certaine utilité, parce que si on en est tous conscients, parce qu'on pourrait dire la mécanique universelle avance d'elle-même, il y a cette idée que c'est quand même plus efficace, un homme averti en vaut deux en quelque sorte, qu'on est plus aimant donc plus puissant, et donc découvrir cette idée de la mécanique universelle, ça peut être un outil assez intéressant pour l'homme. Bon là je réponds un peu à la question en même temps que je la pose, je suis pas un très bon journaliste, mais... Oui, c'est un outil. En fait, moi je le considère la mécanique universelle comme un outil, donc cette philosophie, cette théorie, un outil pour les autres. Et c'est un outil avec toutes ses imperfections. Et souvent, je me suis rendu compte, au tout début même, il y avait des moments où ma colère était là, et donc ça transparaissait tout de suite dans mes écrits. Et il y a encore la colère, parce que ça n'a pas tellement évolué sur ce truc-là, par exemple, par rapport au système. Ce que je viens de te dire sur le politique, c'est quelque chose qui m'écorche, tu vois. Donc, il y a la mécanique universelle, c'est pas que de l'amour en barre sur le truc. Il y a de la violence, il y a de l'agressivité, il y a ce truc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Au fond, je me suis toujours dit, je vais m'attaquer à ça, à la violence qu'il y a dans la mécanique universelle, le côté injuste, parce que c'est toujours injuste quand tu critiques des hommes politiques dans ce qu'ils font. Tu ne tiens pas compte aussi de l'autre versant, tu ne mets pas assez d'amour. L'amour, ça permet de voir que c'est difficile pour eux, que c'est compliqué, qu'ils font quand même le mieux possible, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que, puisque l'humanité évolue avec ça, qui font de façon parfaite, et que tu vois, mais c'est là où il y a une ambiguïté, parce que
je sais que tout est parfait dans le meilleur des mondes, que l'humanité ne peut pas se construire autrement que comme elle se construit. Alors en principe, quand tu vois ça, tu devrais être dans un état de pur zen, c'est-à-dire dire c'est parfait, avec aucune critique, que de l'amour, tu vois. Mais il y a quelque chose qui pousse à ne pas être dans ce fatalisme, parce que c'est un peu un fatalisme. Et c'est ce qui est intéressant avec certaines religions, comme les religions orientales, qui mettent le fatalisme qui est là, tu vois. Mais le fatalisme, si l'Occident a lutté contre ce fatalisme, ça a permis d'amener autre chose, tu vois, lutter contre la logique de la vie et donc construire, créer des avions, des voitures, Oui, il y a des une trucs. certaine paralysie dans Dans le fatalisme. C'est pas une paralysie, mais disons que le spirituel est plus intense dans ce truc, dans ces mondes, dans ce monde où le fatalisme est puissant. Le spirituel est préservé, il est là, il est autour de tous les moments de l'existence. Donc il est très très important. Et le matériel est très secondaire. Et dans le monde occidental, on a inversé, on a mis beaucoup la science, le matériel, etc. Tu vois. Et c'est ce qui fait que c'est... Alors, non, pour revenir à la mécanique universelle, j'aimerais l'adoucir, tu vois, j'aimerais... Mais du coup, plutôt, pour finir, tu es parti dans une petite direction sur celle de deux façons un petit peu d'approcher. On ne sait pas... Peut-être qu'il n'y a peut-être pas une façon, enfin toi tu as une façon en fait assez occidentale en fait de l'approcher, qui est assez dans le agissant et tout, mais ça se trouve les premiers sur la ligne d'arrivée, on ne sait pas qui ce sera, ça pourrait être très bien ces gens-là qui avec moins de matériel. Mais bien sûr, c'est pas pour rien qu'il existe, qu'il coexiste ces deux types d'évolution, ces deux types de sociétés. On voit aussi avec les sociétés parallèles, comme les peuples qui vont être un peu perdus et qui vont avoir des morales assez impressionnantes. Mais bien sûr, mais ils sont hyper importants. Ils ont préservé, si tu veux, pour moi, ils ont préservé des choses essentielles pour l'humanité. Et leur résistance justement au progrès et au truc, on en fait, l'Occident regarde ça avec mépris. Et moi, je regarde ça avec super bienveillance, parce qu'ils préservent le spirituel, ils gardent le spirituel, et à un moment, quoi qu'il arrive, c'est le spirituel, qu'on va vers le spirituel, c'est pas la technique, c'est juste l'outil, on va pas vers la perfection de l'humanité, c'est pas de fabriquer un objet super clean, extraordinaire, et d'être, voilà, que c'est pas pour l'objet qu'on fait ça, tu vois, l'objet, il est juste l'outil. Quoi qu'il arrive, c'est la sensation qui prime sur tout le reste, tu vois. Donc, nous serions en erreur en réalité, mais nous avons l'Occident. Mais nous avons un rôle. Et ce rôle, c'est de travailler la technique, d'être au niveau technique, tu vois, au niveau scientifique, la raison, les choses comme ça, les choses de base. Mais ce n'est pas ça qui est la réalité. La réalité, elle est plus proche du spirituel. Et on commence à appeler ces spirituels, à comprendre qu'on a besoin de tout leur savoir, qu'on a besoin de leur sagesse, etc. Ça commence à rentrer en médecine, en trucs, tu vois. On commence à voir à quel point ils sont importants. Et on comprendra d'autant plus que l'humanité se fédère, s'unifie. Et donc... on sera obligé de perdre le narcissisme qu'a engendré le fait de se croire supérieur parce qu'on développe la technique, parce qu'on est, tu vois, etc. Il n'y a pas de supériorité, quoi. Voilà. Eh ben voilà, c'était un petit essai d'une vidéo, d'un format. Eh ben c'est pas mal, hein. Je bafouille un peu, mais on s'améliore progressivement, peut-être. Avec un peu de chance.